Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du Jeune Boss Talk. Aujourd'hui, on reçoit Arthur, le fondateur de Get In My Shoes. C'est un vrai exemple de réussite ici à Fontenay, donc on est vraiment reconnaissant d'avoir pu échanger avec lui et d'en savoir un peu plus sur son parcours. Arthur, c'est un ancien footballeur, passionné de sneakers, mais surtout un vrai businessman dans l'âme. Il s'est lancé dans la revente de sneakers auprès de particuliers avant d'ouvrir sa propre entreprise, puis son magasin. Aujourd'hui, sa marque est même devenue une franchise qu'on peut retrouver dans plusieurs villes de France. On a vraiment apprécié l'échange, on a appris beaucoup de choses et on sait que c'est un épisode qui va en intéresser plus d'un. Petite info, la réouverture de Get In My Shoes à Fontenay a eu lieu la semaine dernière, rue de la République. On est trop content de les voir de retour ici, alors allez y jeter un œil. Sur ce, je vous laisse avec le podcast. Bonne écoute. Mec, pour commencer, je voulais qu'on revienne sur ton parcours parce que je voulais savoir comment t'es tombé dans la sneakers et comment ça en est devenu ton travail, tu vois. Aujourd'hui, t'as plusieurs shops et tout. Je voulais vraiment qu'on revienne à la base, comment ça a commencé, tu vois. Moi, à la base des bases, tu veux, je suis un passionné. Genre, voilà, je kiffe ça, j'ai toujours kiffé les PR. Là, j'ai 29 ans, 30 ans cette année. À peut-être 15 ans, j'ai commencé à acheter mes paires, donc ça fait 15 piges, de la Air Force blanche. Et tu vois, la petite anecdote, c'est que la White, à l'époque, j'étais le seul, parce que j'étais déjà ici à Niort. J'étais déjà sur Niort, moi. J'étais au centre de formation à Niort, je fais du foot, tu vois. Ah, ok. Et j'étais le seul à avoir cette paire. Air Force One blanche, classique. Air Force One blanche, voilà. Okay. Mais il y a 15 ans, ils portaient quoi, les gens, à l'époque? Qu'est-ce qu'on avait à l'époque? Il y avait déjà de la Jordan, de la 6, de la 7, des trucs comme ça, il y avait déjà, tu vois. Mais pas Air Force. Il y avait déjà. Mais Air Force, il n'y avait pas du tout. Tu vois, de la 6 infrared, des trucs comme ça, il y avait déjà. Les gens connaissaient pas ou? Je sais pas. En tout cas, ici, moi, j'en ai sorti une. Ok. Et ça me vannait à la mort, tu vois. Ok. Genre grosse paire, tu peux pas porter ça, tu vois, vraiment, Ouais. vraiment. Parce que, à l'époque, 2015, en plus, je sais pas si vous vous rappelez un peu, mais c'était jean slim à la mort, tu vois. Sexy, genre, Avec tu vois les ourlets ici, là. Ouais, ourlets, tu vois fou. le truc, les pinrolls comme ça. Donc en fait, ça passait pas trop avec, tu vois, avec Ouais, une on grosse pouvait pas paire mettre comme des ça. grosses chaussures. Ouais. Et ce qui fait que tu te faisais vanner à la mort. Donc ça, c'était ma première paire vraiment où j'ai commencé à kiffer ça. Ok. Et après, fil en aiguille, j'ai commencé à acheter, Parce que la collectionner, sneaker, tu vois. tu vois, je m'étais posé la question en préparant l'interview, mais tu vois, pour démarrer dans la sneaker, c'est un budget, tu vois. Surtout quand tu... Enfin, moi, en fait, les premiers souvenirs que j'ai de toi, et j'entends parler de toi, c'est, tu vois, moi, pareil, je commence à kiffer les chaussures vers 15-16 ans, et le blast qui ressortait à Fontenay pour acheter des sneakers et tout, c'était toi, tu vois. Et t'avais déjà un mur chez toi, et des vrais paires avec une vraie collection, et je pense que t'étais encore assez jeune, tu vois. Je sais plus quel âge t'avais, mais pour avoir autant de paires... Moi, ça fait... Tu devais avoir charbonné, tu vois. Je voulais savoir comment t'avais construit déjà une collection à cet âge-là. Là, tu parles de... Il y a longtemps, genre il y a vraiment longtemps. En fait, c'est comment t'as construit ta collection jusqu'à en revendre, tu vois. Ouais, en fait, je suis rentré sur des groupes Facebook, tu vois. C'est là où tout se passe la plupart du temps, tu vois. Je suis rentré là-dessus, donc 2000, je pourrais même pas dire 2012, 2013, un truc comme ça. Je suis rentré sur les groupes. Et de là, j'ai commencé à acheter vraiment, tu vois. Après, dans ma chambre, j'avais 50 paires à moi, perso. Ouais. Et je commençais déjà à acheter à vendre. Je faisais les factos aussi. Donc, j'allais dans les Nike Factory. Je faisais mon beurre là-bas aussi, à l'époque, tu vois. C'était mieux avant. Et après, j'ai professionnalisé le truc, tu vois. Mais avant ça, et tout de suite, t'as eu une démarche commerciale. Tu cherchais à essayer de faire du... Ouais, moi j'ai toujours été là-dedans. Ok. Ouais, tout le temps. Même quand c'était pas les baskets avant, tu vois, à 8 ans, je faisais des pins et je les revendais, je les revendais à l'école. Tu vois. Déjà dans le business, déjà, il y avait une mentale business déjà. Quoi. On avait acheté un truc, on l'avait même eu à Noël, je crois, pour faire des pins avec mon petit frère. Et lui, il avait... là, je te dis des années, mais le temps, il passe tellement vite. Donc peut-être que moi, j'avais 10 piges, peut-être, et lui, il en avait 7, tu vois. Et c'est lui qui faisait, c'est moi qui vendais à l'école. Donc je sais plus si c'était fin CM1, CM2 ou juste début collège, tu vois. Donc, ok. Mais là, on est rentré direct dans le vif du sujet, mais nous, on te connaît. Mais pour les gens qui te connaissent pas, qui vont écouter le podcast, en fait, c'est bien aussi que tu te présentes, que tu dises ce que tu fais, pourquoi nous on est là et où est-ce qu'on est aussi, pour qu'on puisse déjà un peu situer, et comme ça après on repart sur. Ouais, carrément. Mais moi, pour tout le monde, je m'appelle Arthur Auvuy. Donc 30 ans cette année, comme j'ai dit. Magnifique. Voilà, on est encore dans la vingtaine. Aujourd'hui, je suis encore dans la vingtaine, donc ça va, tu vois. Mais donc je suis de Fontenay-le-Comte en Vendée. Comme vous, sauf erreur de ma part. Yes. Ouais. Donc de Fontenay-le-Comte, j'ai fait mes classes jusqu'à 5e à Fontenay, collège Saint-Joseph, voilà. Après j'ai bougé parce que
mon hobby premier, mon truc premier qui m'a pris depuis que je suis tout petit, c'est le foot. Okay. Donc j'ai fait Pôle Espoir sur Nantes, après j'ai fait centre de formation à Niort, donc là je suis resté 8 ans à Niort. Et ensuite, j'ai pas signé pro, malheureusement, j'étais stagiaire pro, j'étais avec l'équipe pro, mais j'ai pas signé pro. Donc après, j'ai bougé en National 2 sur Trélissac, donc c'est Périgueux, à 1 heure à l'est de Bordeaux. Voilà, dans ce secteur-là. Et j'ai fait 2 ans là-bas. J'ai monté ma première société de sneakers à l'époque, c'était là-bas en fait. C'était en ligne, ouais. Ça s'appelait Choose Your Kicks. Et en plus, ça tombe bien, j'ai fait un TikTok tout à l'heure là-dessus, tu vois. Et ça s'appelle Choose Your Kicks. C'était ma première boîte avec 2 collègues à moi. En 2016, on l'a créé. Voilà, donc c'est là qu'on a professionnalisé le truc. 2018, on liquidation judiciaire. Ah oui, ok. Ouais, parce que c'était un truc, si tu veux, moi j'avais déjà mon taf à côté. J'étais le seul à bosser parce que j'étais le seul à aimer ça. Mes 2 autres collègues, ils étaient là, mais ils étaient plus là parce que c'est un délire. Tu sais, quand t'es jeune, t'as envie de monter des petits trucs, tu vois un truc. Donc bref, tu mets ton nom, tu mets un petit peu d'oseille au début et puis let's go. Mais au final, ils ont pas fait grand-chose. Donc 2018, je liquide ma première boîte. Je continue le foot à côté. Je reviens à Fontenay et dans le secteur à cause des ligaments croisés, tu vois, les fameux, que j'ai fait 3 fois depuis. Ah oui. Ouais, et c'est pour ça que j'ai arrêté le foot il y a maintenant 5 ans. Et quand j'ai arrêté le foot, j'ai commencé à monter ça, vraiment. Donc là, je me suis remis tout seul, solo, dans mon... Vraiment, là, pour le fond du truc, tu vois, je sais plus qui, c'était... Est-ce que c'était Zuckerberg ou je sais plus qui avait dit ils ont commencé dans le garage, tout ça. Moi, c'était vraiment arrière-boutique. Ouais, Steve Jobs qui avait dit ça. Moi, c'était vraiment arrière-boutique dans mon jardin. Une chaise, un bureau et on commence à racheter des paires. Voilà, tu vois. Mais la période 2018 à 2020, j'ai arrêté complet. Ça m'avait tu faisais que du foot, la sneakers et tout, et je faisais que du foot. Ouais, ça m'avait dégoûté fort. Quand j'ai liquidé ma première boîte, j'ai eu 2 ans vraiment où j'en avais plus rien à foutre de ça, tu vois. Et en fait, à un moment, le foot, quand tu passes de presque pro, entre guillemets, à N2 puis N3, en fait, t'arrives à un moment où ça te paye, mais pas assez pour faire que de ça, si tu veux. Tu comprends ? Donc en fait, j'ai commencé à avoir un deuxième job. Donc j'avais le foot, et à côté, j'avais un petit job. Donc j'ai fait 3 mois. C'était aller à la Châtaigneraie, là-bas. J'étais à Sportifrance. Donc en fait, j'étais préparateur de commandes. Ah oui, tu vois. Et j'ai fait ça 3 mois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, en fait, tu vois. Je peux pas être là. Surtout que t'as l'air d'être un entrepreneur un peu dans l'âme. Donc, quand tu fais des jobs comme ça te fait... C'est ça, en fait, ça quand tu vends des pins à 10 ans. Dans la cour de récré, je pense que c'était tracé. Donc, pour toi, c'était soit le foot à 100%, soit monter ton truc pour toi. C'est ça. Et puis, tu vois, le foot, ça reste, t'es salarié dans ton club, mais tu restes indépendant quand même. Enfin, tu vois, tu bosses pour toi quand même. Tu vois, certes, t'as ton équipe, comme t'es salarié, t'as tes gars avec toi. Là, t'as quand même ton objectif personnel, tu vois. Quand tu fais du foot, quand tu fais n'importe quel sport, tu vois. Mais même du sport collectif. Donc non, je pouvais pas en fait. Donc j'ai fait 3 mois et je suis allé voir le patron et je lui ai dit. Et tu t'es lancé après ça ? Ouais, je me suis lancé après ça, en 2020. Officiellement, début 2020. Et tu voulais finir pro de base en foot ? Est-ce que c'est ta prio ? Et du coup, comment t'as fait la transition ? Est-ce qu'il y a eu... Ça a été long ou un jour, tu t'es dit, bon, là, le foot... Enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a fait passer du côté entrepreneur, tu vois, et arrêter le sport, tu vois ? Après, tu vois, techniquement, quand j'étais encore en N2, donc là, je vivais vraiment, tu vois. Genre, j'avais plus de 2000 € par mois, tu vois, juste pour faire du foot. C'était super bien. Mais j'ai quand même lancé mon activité à côté, si tu veux. J'aurais très bien pu ne pas le faire, tu vois. Je mangeais très bien, tout se passait bien. Mais je l'ai quand même fait parce qu'en fait, même sans arrêt du foot, dans tous les cas, j'aurais fait quelque chose, tu vois. J'aurais lancé un délire dans tous les cas. Mais par contre, c'est sûr que l'arrêt du foot, moi, encore aujourd'hui, ça me fait mal, tu vois. Vraiment, c'est un truc... Je suis parti vraiment de ma famille à 13 ans. J'avais même pas 13 ans, j'avais 12 ans et quelques. Parce que je suis né en août et on a repris la saison début août, tu vois. Donc vraiment, je suis parti, j'avais 12 ans de chez moi. Et j'ai tout donné, si tu veux. Même à 12 ans, c'était un entraînement par jour. C'était à 13 ans, c'était ça. Donc moi, ça m'a fait vraiment mal, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'entre le foot, où je redescends d'un échelon à cause des blessures, plus le taf où en fait c'est pas mon délire du tout, plus la liquidation de la première boîte 2018-2020, c'était kermesse, tu vois. C'était kermesse. Et pendant le Covid, du coup, tu t'es occupé comment ? Parce que en fait, c'est la période où tu t'as fait les démarches pour commencer Get In My Shoes. En fait, à la base, je voulais pas du tout faire de boutique.
Okay. C'était pas dans mon... Que en ligne. Ouais, que en ligne à la base, tu vois. Je me suis dit, pourquoi je vais m'emmerder avec des loyers, pourquoi je vais... Alors qu'en ligne, tu te dis, vas-y, tu peux tout faire en ligne, tu vois. Sauf qu'en ligne, ouais, mais avec du recul, tu te dis, ouais, ok, en ligne, ouais, mais par contre, faut envoyer de la pub, faut envoyer des trucs, ça se fait pas comme ça, tu vois. Donc au final, pendant le Covid, vu que moi, je faisais que en ligne au départ, au final, j'étais, comme je vous ai dit, derrière mon jardin là-bas, avec ma chaise, mon PC, quelques paires. Je faisais des lives Insta déjà à l'époque, et puis let's go, j'avais le site, et puis on essayait de vendre dès le départ, tu vois. Okay. Et le but, c'était vraiment de grossir, de faire un stock massif avec le temps. Donc voilà, ouais. Le Covid en soi, moi, vu que j'avais pas déjà de boutique, enfin, je sais plus quand est-ce que c'était la deuxième vague Covid, ou la troisième, ou quand ça s'est arrêté. 2021, 2022. Ça a été 2021, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, j'avais pas de boutique. La première boutique, c'était mi-2021. Donc en fait, le Covid, moi, je l'ai pas connu en tant que quelqu'un qui a une boutique. T'as pas fermé ta boutique à cause du Covid, quoi. Voilà. Donc au final, il m'a pas gêné le Covid du tout. Ouais, et c'était où la première boutique? C'était Fontenay. Ok, et ça, je trouve ça fou quand même que le business, il est autant pris dans une ville comme ça, avec aussi peu de personnes, c'est fou. Et où l'intérêt pour la sneakers n'était pas non plus fou, quoi. Donc que ça marche sur internet, c'est pas étonnant si c'est bien fait et que t'as les bons contacts, ça le fait. Mais du coup, comment toi tu peux expliquer ça, le fait que ça ait pris à Fontenay? J'en sais rien, parce que vraiment, pourtant j'ai mon PC, mais les chiffres de Fontenay, les gars, au départ, je faisais plus à Fontenay que j'ai fait ici ou à Niort, même dans des gros mois. Les gros mois de Fontenay là-bas, c'est à péter les plombs. On parlait de 30 000 € par mois de chiffre d'affaires à Fontenay-le-Comte. Et les gens, ils venaient d'où? C'était que des gens de Fontenay majoritairement, des entourages? Beaucoup de Fontenay quand même, énormément. Et puis vu que je suis un enfant de là-bas, donc en fait je connais v'là le monde, donc ce qui fait que je pense que j'ai une bonne image aussi, donc ce qui fait que de fil en aiguille, ça ramène beaucoup de monde et tout, t'as beaucoup de curieux, et puis on était quand même dans l'ère où 2020, 2021, 2022, c'était chaud, hein. Niveau sneakers, c'était chaud. Ça vendait des dunks à 300 balles. Ouais, de la dunk black, c'était 250, 300 balles. Donc non, Fontenay, je sais pas. Mais peut-être que ça a été aidé par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'offres aussi dans la région. Personne vendait. Comme ça, il n'y avait pas de boutique comme ça. Il fallait aller au moins à Nantes et encore Bordeaux. Après, c'était Paris direct, quoi. Nantes, il y a ouais, mais Nantes, à cette époque-là, je pense que c'était pas très Nantes, quand j'ai ouvert, il n'y avait aucun magasin qui faisait vraiment que ça. Que de la sneaker. Okay. Ouais, t'en avais aucun. Que de la sneaker. Parce qu'il y avait quelques boutiques qui devaient avoir 1000. Mais après, 1000, c'était sur Raffle. C'est des retailers. Fallait connaître. C'est des retailers. C'était pas de la revente. C'est pas de la revente. Donc en fait, j'ai été la première boutique. Tu prends de Rennes à Bordeaux. En gros, parce que Bordeaux, j'avais un collègue qui avait déjà ouvert là-bas quelques mois avant. Mais de Rennes à Bordeaux, j'étais le premier dans tout le truc. Et puis tu peux partir dans le centre de la France. Tu vas jusqu'à Clermont-Ferrand. Il y a personne, tu vois. Donc ça a aidé aussi. Et du coup, depuis l'ouverture, maintenant, c'est quoi les actualités? Où t'en es maintenant? Une boutique, deux boutiques? Ça a bougé dans tous les sens. Ça a bougé dans tous les sens. Tu vois. Déjà, quand j'ai ouvert la boutique de Fontenay, toujours pareil, à la base, je voulais pas ouvrir. Genre, j'aurais pas ouvert si jamais les locaux appartenaient pas à ma famille déjà. Parce que moi, j'habitais au-dessus du magasin, en fait. Et on avait les locaux en dessous. Ma maman, elle a travaillé pendant 15 ans dans cette boutique. Elle faisait de l'orthopédie. Et elle a bossé pendant 15 piges là-dedans, en fait. Donc, ce qui fait que moi, j'avais... cette chance, entre guillemets, c'est que le loyer, c'était bidon. Tu vois, c'était histoire de mettre un loyer en place et de commencer à avoir un peu de charge. Mais c'était pas des gros loyers. Donc, ce qui fait que j'ai commencé là-dedans. Ensuite, deuxième étape, on a ouvert ici à Niort. Donc, pas dans cette boutique-là, comme vous le savez. Mais bon, ceux qui regardent le savent pas forcément. On était un petit peu plus haut là-bas. Ça, c'était la première boutique. Et on a ouvert, donc là, je dis on, parce que j'étais plus tout seul. Donc, il y a Domnin qui m'a rejoint. Donc, Domnin, à la base, je le connaissais pas. Je connaissais pas plus que ça. Ma femme le connaissait parce qu'elle avait travaillé avec lui chez Volkswagen, tu vois, rien à voir. Parce qu'il était vendeur de voitures et de motos. Et il est arrivé dans la boutique de Fontenay. Il m'a dit écoute, j'ai envie de partir de mon taf. J'en ai marre, tu vois, d'être salarié. Et tu le connaissais pas? Je connaissais pas. Il est arrivé comme as? Ouais, il est arrivé comme as, tu vois. Et il m'a dit comment, en gros, on peut augmenter le trafic, comment est-ce qu'on peut ramener quelque chose de nouveau et trucs. Donc là je lui ai dit écoute, niveau sneaker, je te cache pas qu'il n'y a pas grand monde, sans me vanter, il n'y a pas grand monde qui peut m'aider entre guillemets. J'ai des bons contacts, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais par contre en vêtements, j'ai rien. J'avais quelques petits trucs à l'ouverture de Fontenay, c'était des petits trucs Nike, des petites conneries, tu vois. Mais j'ai dit écoute, on peut axer là-dessus. Donc on l'a fait, lui il a quitté son taf, il a ouvert sa boîte, donc ce qui fait qu'en fait lui il a sa boîte. Moi, j'ai ma boîte également.
Moi, j'ai chaussures, lui, ses vêtements. Ah oui, ok. Voilà. Mais on est dans les mêmes locaux. Ok. Depuis, ça a bougé un peu, mais on y viendra après. Ok. Et donc, bref, on ouvre Niort. Donc, ça, c'était la première boutique en commun. Ok. Et Niort, parce qu'en fait, on avait beaucoup de gens de Niort, avec le temps, qui venaient sur Fontenay, ouais. tu vois. Donc, ce qui fait qu'on a gardé Fontenay, on a pris notre premier salarié, et on a ouvert Niort, et là, on était tous les deux ici. Ok. Donc, ça, c'est la deuxième boutique. Putain, dingue. Voilà. Et ça, c'était 2022. Ok. Donc, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, là. Et je vois là, t'as la casquette Guima. Ouais. Je voulais en venir là, mais comment tu t'es connecté avec Jordan, qui s'occupe de tes visus? Ouais. Enfin, pour moi, Get In My Shoes et le taf de Jordan, Ouais, c'est lié. aujourd'hui, c'est lié, tu vois. Ouais. Est-ce que tu pourrais présenter ce que fait Jordan, comment vous vous êtes rencontrés et tout? Ouais. Nous, ça s'est fait sur Facebook. Ok. Donc en fait, je sais même pas comment, en plus, ça s'est fait. Exactement qui nous a mis en contact, je m'en rappelle plus. Mais en fait, j'avais besoin d'un logo et de compagnie, tu vois. Donc, charte graphique, tout ça. Et donc, c'était quand ça à peu près? Début 2020. Okay, c'est lui qui m'a créé mon logo. Okay. Donc, fin 2019. T'avais déjà fin 2019. tout ça avant de lancer vraiment le délire et tout. Ouais. Tu t'es dit, j'arrive carré, charte graphique, site nickel, chrome, tu vois. Non, j'arrive vraiment nickel. Et de là, on se connecte donc sur Facebook. Encore une fois, je sais plus comment. Mais bref, et depuis, en fait, il m'a jamais lâché. Et, donc lui, il a fait une école de graphisme. Donc il a Bac+5 dans son domaine, tu vois. Ouais. Et depuis 5 ans, on bosse ensemble. Depuis 2023, début 2023. Donc ça fait 2 ans et demi qu'il est salarié avec moi. Enfin voilà, on bosse vraiment main dans la main officiellement. Avant, c'était un peu... voilà. Et là, donc ça fait 2 ans et demi qu'il bosse. Et c'est lui qui fait toute la DA, tout, même les SAP, qui a aidé sur les t-shirts, tout ça. Donc, bref, et voilà, on s'est connecté comme ça et on se lâche pas. Et vous, est-ce que vous allez développer une branche là, du coup, dans le textile un peu? Ouais, carrément. C'est un projet, je crois. Ouais, carrément. Là, on a déjà sorti quelques petits trucs. Donc là, on est sold out de partout. Il doit rester 3-4 t-shirts par-ci, par-là qui se battent, mais on a quasiment tout écoulé. Après, on n'avait pas non plus des grosses quantités. Pareil, les casquettes, on avait 3 coloris. Il doit nous en rester 4, je pense, sur je sais pas combien. Là, donc on ressort de la cape. En fait, on a ce mec qui a un talent énorme, en fait, tu vois. Donc, on va s'en servir, mais ça demande quand même de l'invest en termes de SAP et tout. Enfin, c'est un coût quand même de faire des trucs. Clairement. Sachant qu'il ne faut pas que le stock il te reste trop longtemps sur les bras quand même. Parce que moi, l'objectif avec le temps, je l'ai vu, vraiment, il faut que l'argent il tourne. Il faut vraiment que l'argent il reste pas stocké. Tu vois. Donc, c'est un gros projet. Sachant que là, on a ramené énormément de trésors avec ce qu'on a fait là. On y viendra peut-être tout à l'heure. Mais avec toutes les franchises et tout. Donc là, on a ce pouvoir-là de sortir de la grosse, de la grosse artillerie. Et du coup, en plus, pour en venir là, du coup, aux franchises, ça fait combien de temps, du coup, que t'as ouvert ça, que c'est possible d'être franchisé Get In My Shoes? Ça fait, en fait, on a lancé vraiment officiellement décembre 2024. Voilà, c'est là où on a fait notre annonce, notre truc vraiment. Mais c'est quelque chose que je teasais un petit peu déjà depuis l'ouverture du Mans. Donc l'ouverture du Mans, c'était en septembre 2023. Donc ça fait un an et demi, voire 2 que je teasais un peu le truc. Et donc ce qui fait qu'en fait, quand j'ai balancé le truc en décembre, janvier 2024-2025, là, en fait, ça a pris direct. Mais toi, tu savais déjà qu'il y avait des gens qui pouvaient être intéressés pour ouvrir des franchises. Est-ce que c'est aussi une solution que tu as trouvée parce que toi, tu n'avais pas envie d'être présent sur toutes les boutiques et du coup continuer à faire scale up ton business, mais sans être présent partout, quoi. C'était carrément l'objectif et je l'ai vu encore plus parce que, donc en fait, entre-temps, après Niort et tout, on est rentré aussi aux Galeries Lafayette pendant une bonne année. C'est cool ça aussi. À La Rochelle et Tours, donc on a fait les deux. Et en fait, à La Rochelle, j'avais un de mes gars on avait en alternance, plus après du salariat, que j'ai bougé d'une boutique à une autre, donc je l'ai mis à La Rochelle, et donc là, 0 problème, parce que c'est un gars en qui j'avais confiance à mort, un bon gars, vraiment un jeune, mais vraiment un bon gars, un bon humain, super. Donc en fait, pas de souci là. Mais par contre, à Tours, j'ai changé 4 fois de vendeur en 9 mois. Ok, parce que t'as eu plein de galères. J'ai eu des galères, des mecs qui piquaient dans la caisse, des mecs qui venaient pas bosser, donc c'est pour ça. Et puis en plus, toi, ça te faisait de la route pour aller checker. Laisse tomber. Et puis c'est surtout qu'en plus, tu pourras avoir le retour des Galeries Lafayette, tu vois.
Sauf qu'en fait, eux, ils me le disaient pas forcément parce que ils pensaient que c'était vu, que mon vendeur voyait ça avec moi directement. Donc en fait, bref, on a arrêté notre collaboration finale pour faire les franchises. Mais en fait, ce côté-là d'avoir changé 4 fois de gars en 8 ou 9 mois, je me suis dit en fait, les mecs quand ils sont salariés ou indépendants ou bref, c'est pas eux qui ont ces putains de risques, tu vois, au-dessus de la tête. C'est l'épée de Damoclès, elle est pas au-dessus de leur tête, tu vois ce que je veux dire. Donc ce qui fait que si demain lui, il se donne pas à 100%, c'est toi qui prends. Lui, il s'en fout, tu vois. Je veux dire, même si je mets des petites primes tous les mois, voilà, de vente et tout, qu'est-ce qu'il s'en fout de manger 100 balles à la fin? Enfin, tu vois, il y a des mecs qui s'en battent les couilles complets, tu vois. Et en fait, avec les franchises, c'est aussi ce truc de se dire, c'est leur responsabilité, c'est leur boîte à eux, tu vois. Donc, s'ils se lèvent pas le matin, eh ben, c'est eux qui vont pas pouvoir payer les charges, tu vois, à force de pas se lever, tu vois. Donc, en fait, de un, c'est beaucoup plus simple en logistique, parce que moi, je m'occupe juste de leur mettre leur stock, tu vois. Tout le reste, c'est eux qui gèrent. Donc, et ils sont encore plus engagés, si tu veux, tu vois. Et ils vont défendre ton nom, ton image, beaucoup plus que si t'étais un simple salarié. Et comment tu sélectionnes, du coup, quand les gens viennent te voir, etc. Je suppose que de toute façon, la passion pour la sneaker, elle doit être obligatoire. Mais il faut aussi qu'il y ait des trucs qui collent dans les valeurs, etc. Ah ouais, clairement. Et puis... C'est quoi les valeurs de Getting My Shoes un peu? Quand quelqu'un vient pour ouvrir une franchise, qu'est-ce que tu regardes en premier? Enfin... J'ai pas forcément de truc que je regarde forcément en premier. Je pense que déjà, le mec qui va ouvrir, s'il veut ouvrir en tant que vendeur, directement dans sa boutique. Parce que tu peux très bien ouvrir ton magasin, placer ton vendeur, et toi, tu te verses pas forcément de salaire sur la boîte, et fin d'année, dividende, tu vois un peu ce qui reste. Mais si tu veux être vendeur dans ton truc, déjà... je vais te regarder dans les yeux et je vais savoir si tu vois, déjà, est-ce que tu connais? Et déjà, le feeling, tu vois. Le feeling, tu le sens avec quelqu'un. Ouais. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je suis avenant avec les gens, je parle bien, j'ai cette éloquence. Quelqu'un qui va venir, qui est un peu timide déjà à la base, je vais lui dire, c'est peut-être pas pour toi. Parce qu'il va falloir expliquer au mec pourquoi la paire elle coûte 300 balles alors que tu l'as acheté 140, tu vois, et que tu l'as vu sur Adidas il y a 2 semaines à 140, tu vois, par exemple. Ça va être galère, tu vois. Donc déjà, t'as ce truc qui rentre en compte. T'as aussi, on a reçu beaucoup de messages des mecs qui sont pas forcément mineurs, qui sont mineurs, qui sont pas majeurs. Donc déjà là, tu sais qu'il va y avoir un petit problème. Finis tes études, fais ton petit truc déjà, gère ton process dans le bon sens déjà, et après on va avancer. Et après, il y a la situation aussi qui rentre, l'argent financier. Il y a toujours ce truc-là parce qu'en fait, plus t'es jeune, plus les banques elles vont avoir du mal à prêter. Exactement, elles vont avoir du mal à te prêter. À part si t'arrives déjà, de 1, tu parles bien, tu t'affirmes, tu connais ton truc, et t'as un apport Allez, disons 20% c'est le top, tu vois. 15% ça peut passer, 15% ça peut passer, 20% c'est le top. Voilà. Il faut que t'arrives en fait avec un truc béton. On a déjà des dossiers qui sont fait refuser, certains franchisés, ils se sont fait refuser leur dossier. Mais parce que, de 1, t'es dans un business un peu bizarre, tu vois, dans le sens où c'est pas commun. Donc déjà, il faut l'expliquer à la banquière, tu vois. Et de 2, si t'as pas d'apport, ça va être chaud. T'as fait des études dans ça? Parce que toi, t'as dû faire tes dossiers toi-même, t'as appris tout seul? Ouais, sur le tas. Ouais, j'ai rien fait du tout. Moi, j'ai eu un bac ES, mention rattrapage. Mais t'as des gens qui t'ont aidé un peu, du coup, sur tout le lancement, ou t'as vraiment tout fait tout seul? Rien, tout seul. Ok. Tout seul, ouais. Il y avait juste ma mère, comme je vous ai dit, qui a 15 ans de boîte, qui avait déjà l'expérience. Donc, elle m'a aidé sur 2-3 détails, mais c'est vraiment détails. Genre, c'est quel cabinet comptable, tu vois, 2-3 petits trucs, des 3 petits tips. Quand on connaît des gens, ça aide aussi sur ce plan-là. Ça aide un petit peu, ouais. Mais non, sinon, et j'ai fait des conneries. Hein. J'ai fait des erreurs à la mort. J'ai fait des erreurs qui, aujourd'hui encore, me coûtent un peu, tu vois. Mais... si j'avais pas fait ces putains d'erreurs, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je serais dans mon lit là, à rien faire. Tu vois, je serais pas sur ce podcast. Donc au final, mais c'est incroyable. Même si t'avais fait d'autres erreurs, peut-être qu'on aurait eu autre chose à apprendre de toi aussi. Donc en vrai, c'est. Ouais, peut-être. Mais je sais pas si j'aurais été dans le podcast. Ok. Et attends, je sais plus où on en était. Et du coup, moi j'avais quand même une question parce que pour rebondir sur Jordan, donc le mec qui fait les visus. Avec les franchises qui sont ouvertes, est-ce que c'est lui qui continue à faire les visus pour les franchises? Ouais. Et donc, et là, il va être, lui, rémunéré par les nouveaux franchisés. Pareil. En fait, Jordan, il reste avec moi. Vraiment, c'est moi qui le rémunère. Mais par contre, dans le droit d'entrée, donc vraiment ce que tu payes à la base pour ouvrir ta franchise, t'as une partie qui est pour lui. Ok. Et en fait, de 1, toi, ça te libère ta tête, parce qu'en fait, t'as juste à lui envoyer tes idées, et lui, il va te gratter un truc, tu vois, sur X ou Y truc que tu veux faire. Donc,
En fait, je vous dis une bêtise, ça va dépendre vraiment du magasin, parce que les prix des franchises sont pas du tout les mêmes. Ouais. Mais partez du principe où Jordan, c'est entre 5 et 10 000 euros à la signature, mais sur 5 ans. En fait, le mec, il va les payer sur 5 ans, tu vois, dans l'esprit, parce que c'est des contrats de 5 ans. Donc en fait, c'est toujours pareil, il faut qu'on en signe quelques-uns pour vraiment que ça soit rentable et que ça commence, tu vois. Mais en gros, Jordan, c'est entre 5 et 10 000 euros par ouverture. Okay. De toute façon, même pour les franchisés, je pense que c'est une sécurité aussi de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Enfin, c'est primordial. C'est pas donné à tout le monde de toute façon de gérer ça. Et ça permet de rebondir aussi avec notre collectif. Où en fait, toi, t'as l'air de voir ça aussi, mais que l'image, c'est primordial. La manière dont tu communiques, tes visuels, que ça reste très cohérent et tout. Et nous, on le voit par rapport à notre collectif aussi, où on a Justin, du coup, qui nous aide très régulièrement pour faire les visus, qui faisait déjà ça pour SMLZ, du coup, la marque lancée par Simon et lui, la petite maillot, là, pour ceux qui voient la caméra. Et donc, de créer ces genres de connexions, maintenant, c'est devenu primordial pour avoir ça à long terme et garder cette cohérence-là, quoi. C'est ça, ouais. Et le fait que tu sois tombé sur lui, je pense aussi, dès le début, ça a dû vachement aider parce que je me rappelle, dès le début, t'avais une identité visuelle qui était, moi, j'ai tout de suite accroché aussi. C'est pour ça qu'après, j'étais rentré en contact avec lui après, mais c'est vrai que ses visus, ils changeaient vachement de ce qu'on pouvait voir d'habitude, quoi. Ouais, ça mais changeait même, vachement. je crois que ça tournait pas mal aussi sur Insta dès le début. À la mort. Insta, en fait, le truc, c'est que quand moi j'ai démarré, je suis monté, j'ai encore les souvenirs, je suis monté à 800 abonnés tout seul. Voilà, tout seul. Ensuite, j'ai fait un premier concours avec un mec de la Sneakers déjà, qui s'appelait Sneakers Seb, je crois. Et je suis passé à 1600 abonnés. Ok 1600 abonnés. Mais ça, 1 mois après l'ouverture, 2 mois après l'ouverture, parce que ça allait hyper vite au début. Et après, j'ai fait un concours avec La Routine. Routine, voilà. Et lui, il était venu à Fontenay et tout ? Non. T'as envoyé ? Ouais, juste concours. En soi, j'ai rien envoyé du tout. On a fait un concours gratuit et moi, j'ai envoyé la paire au gagnant, c'est tout. Et de là, je suis passé de 1,6 à 16. Lui, il était petit encore à cette époque-là. Il a dû avoir 50 000, 60 000 abonnés quand même sur Insta. C'était quand même costaud. Moi, je le suis depuis longtemps. Ouais, et je suis passé de 1,6 à 16. Et de là, après, j'ai continué. Comment tu t'es rentré en contact avec ces mecs-là au début ? On a envoyé un message. De toute façon, si la boutique tourne déjà bien, eux, ils sont toujours intéressés par un message. Et puis, il n'y avait pas de boutique. Ça, c'était mon garage. Ça, c'était mon arrière-boutique à moi. Tu vois. Donc, non. Et puis, en fait, direct sur Insta, je rebondis là-dessus. Mais ça a pris parce que aussi, j'ai ramené du monde au truc. Et on faisait des posts à l'époque. Donc là, c'est plus le cas parce que le temps, il passe. Non, puis aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux aussi maintenant. Voilà. Enfin, il y a plus de monde sur TikTok aussi. On faisait des posts laisse tomber. 1500 likes, 2000 likes. Est-ce que là, du coup, maintenant, avec le développement de TikTok, tu commences à... TikTok, en fait, si tu veux, moi, c'est pas trop mon truc à moi. On avait fait des bons résultats à un moment donné avec une alternante, Eliska, qui était non, pas une alternante, une stagiaire, mais elle venait tellement que j'avais l'impression que c'était une alternante. Et elle avait vraiment le truc, tu vois, elle avait déjà un compte perso et tout, et on avait des très bons résultats à ce moment-là, des bons trucs. J'aurais voulu continuer comme ça, mais malheureusement, après, tu sais... je suis plus focus Insta et d'autres développements, tu vois, que TikTok, en fait, c'est plus passager. On n'a jamais été sur 2 ans, 3 ans de temps focus vraiment TikTok. Et on aurait dû. Mais bon, aujourd'hui, on doit avoir 5000 abonnés, je pense, sur TikTok, un truc comme ça. C'est déjà bien. Ouais, mais bon, toujours pas rémunéré, il faut passer les 10 et puis après, on verra. Donc là, on va remettre le charbon. Mais en fait, j'ai jamais eu quelqu'un, tu vois, qui s'occupe vraiment de TikTok à 100%. Même Insta, je suis le seul à avoir les codes aujourd'hui, tu vois. Donc en fait, si j'avais eu quelqu'un, et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, techniquement, c'est ça qu'on recherchait, un mec qui s'occupe que de ça. Soit en stage, soit même en alternance, on aurait pris, parce qu'avec les aides de l'État, on a des trucs avantageux quand même. Et moi, je kifferais avoir quelqu'un alternance, vraiment. Donc je passe même un message passé, Donc si quelqu'un est chaud de rentrer alternance, gérer la com vraiment avec vraiment quelqu'un, par contre, qui est sur place. Je veux pas un mec qui soit à Strasbourg ou je sais pas où. Je veux vraiment un mec qui soit dans le secteur et qui puisse faire aussi des trucs dans les magasins directement. Ok. Donc carrément. Mais voilà. Ouais, ce serait cool de trouver quelqu'un. Mais carré. Et du coup, j'avais vu aussi que il y a une autre activité que tu as lancée un peu sur le côté, l'agence. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, carrément. Pourquoi ce projet ? Ce en quoi ça consiste ? Mais en fait, aussi. L'agence, c'est vraiment une. Alors, c'est dommage que Domnin soit pas là parce que c'est vraiment lui, ce côté vêtements qui gère vraiment. Okay. Parce que là, ça touche que les vêtements, ça aujourd'hui. Mais bon, je connais mon karaté, donc je sais de quoi je vais parler quand même. Mais en gros, l'agence, c'est vraiment une agence, tu vois, vraiment où on va ramener les marques avec nous
et on va aller les proposer, vraiment une agence de distrib en fait. Donc ça, c'est que sur la salle. Voilà, parce qu'en fait, on est dans notre milieu sneakers, on est, je pense, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais vraiment un des magasins qui propose le plus de sap vraiment indé, des trucs comme ça. Okay. Et depuis 3-4 piges déjà. On n'est pas arrivé il y a 6 mois, et voilà. Donc en fait, on sait bosser. On sait faire du calcul de marge, on sait ce qu'il faut pour les marges, pour manger et pour faire de la distribution, parce que c'est différent de juste vendre sur le site et distribuer dans les magasins. Il y a des marques qui comprennent pas pourquoi est-ce que on prend autant, entre guillemets, le magasin. Quand tu viens distribuer chez nous, on est obligé de bouffer aussi, tu vois. Ouais. C'est pas forcément toi qui vas prendre tout et qui... Donc en fait, on a déjà analysé toute cette partie-là. Donc c'est pour ça, et on a les contacts aussi avec pas mal de magasins. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette agence-là. Pour ramener les marques à nous, qu'elles viennent à nous tout simplement, ou même nous on va démarcher, et après on les propose soit à d'autres boutiques et on les rentre aussi dans nos magasins, parce que quand on a une boutique, 2 boutiques, la marque elle se dit bon ok ils ont 1-2 boutiques, mais quand on a 5, comme là dans 15 jours on sera à 5 boutiques, eh ben ça fait rentrer la marque dans 5 boutiques tout de suite, tu vois. Et ce qui fait que les magasins en plus c'est de la commande, donc ça veut dire que les marques ils sont bien contents parce qu'on leur apporte de la commande. Parce que c'est pas facile de se faire connaître en marque indé, tu vois, c'est une galère. Donc voilà, si on peut aider comme ça, et nous on prend un petit pourcentage. C'est focalisé un peu marque indé du coup. Ouais, c'est focalisé full marque indé. Ouais, parce qu'en fait le truc c'est qu'on peut pas taper des grosses marques. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais aujourd'hui toutes les grosses marques elles sont déjà sous agence et tu vois. Donc c'est pour ça qu'on rentre des mais petites c'est intéressant. marques. Au final, tout va se goupiller quoi. Avec l'agence, tu vas pouvoir fournir. C'est l'objectif. Ouais. Et ce qui fait que nous, on propose, on prend notre pourcentage. En fait, plus je ferme ma boucle, mieux je me porte, tu vois. Ouais. Donc c'est ça l'agence aujourd'hui. Et donc là, on a 4 marques dans l'agence et on va continuer. Après là, entre toutes les ouvertures qu'on a eues, c'est chaud de s'occuper parce que encore une fois, c'est Domna qui s'en occupe. Ouais. Donc c'est chaud de s'occuper de tout en même temps, sachant qu'on a un autre projet mais rien à voir. Donc qu'on a monté. Donc ouais, c'est ça, c'est une agence de distribution en fait. Ça charbonne, ça s'arrête pas. À la mort. Moi, et dans quelques semaines, du coup, ouverture à Fontenay, je pense qu'en plus le podcast il sortira dans ces eaux-là. Quasiment, donc franchement, c'est lourd. Pressé de faire un tour là-bas, ça va. Mais là, ça ouvre dans 2 semaines, donc tu vas pas arrêter de faire des. Enfin, c'est dans 2 semaines, c'est ça ? Ouais, 14 juin. Tu vas pas arrêter de faire des allers-retours là ? Moi, j'habite encore Fontenay, donc si tu veux. On agence tellement des magasins rapidement aujourd'hui. Ah ouais c'est assez rapide. 24 heures, je t'agence un magasin. Ouais, sans problème. Putain. Ouais. Il y a juste 2-3 meubles qui sont fondamentaux et qu'on a déjà commandé à l'avance. Okay. Mais sinon, le reste, ça, tu vois, un mur comme ça, avec des trucs, on te le fait rapide. On te le fait rapide. Donc, ouais. Mais le 14, on ouvre Fontenay, parce que Fontenay, donc, on l'avait ouvert. Moi, j'avais ouvert en solo. Après, donc, avec Domna, on est venu à Niort et on a gardé Fontenay également. Mais on avait déménagé, on était rue de la Rep à un moment donné, pas longtemps, mais on était rue de la Rep. Ouais. Et après, on a arrêté parce qu'on avait d'autres plus gros projets et on peut pas rester focus qu'à Fontenay, tu vois. Moi, mon but, c'est pas d'être connu qu'à Fontenay. Donc, j'ai dû bouger et faire d'autres trucs. Mais donc, Fontenay, 2 ans et demi, et là, ça me manquait. Ouais. Et du coup, tu vas être. Tu vas aller travailler plus souvent à Fontenay, je suppose. Mais même pas, parce que c'est franchisé qui ouvre. Ah, c'est un franchisé, je savais pas, ok. Ouais, c'est 2 franchisés. Okay. 2 franchisés. Okay. Et ils gardent leur taf à côté. Et ils sont de Fontenay Ils sont de Fontenay, Ok, cool. Ouais. Donc, ils vont ouvrir, eux, leur franchise Getting My Shoes. Incroyable. À Fontenay. Voilà. Pressé de voir la ça. Boucle est presque bouclée. Et là, dans la culture, tu vois, de la sneakers, de la sable, de la musique, tout ça, c'est une culture qui est assez globale, tu vois. Il y a aussi de l'événementiel, tu vois, concerts, sport, etc. Est-ce que toi, ça t'intéresse aussi peut-être de... je crois que tu avais organisé une soirée déjà à Fontenay. Alors, on avait organisé à Fontenay. À Fontenay, c'était... Alors à Fontenay, les seuls trucs qu'on a fait, c'est vraiment une ouverture de magasin. Donc vraiment avant l'ouverture rue de la Rep, on avait organisé un petit truc, une petite soirée. Ouais. Et après, le seul truc qu'on a fait en collaboration, c'était au circuit. Voilà, au circuit. Ouais. Mais en soi, moi, j'ai rien fait à part mettre des chaussures. J'ai rien géré. Ouais. Mais par contre, la grosse soirée qu'on avait organisée, c'était à Niort. Là, on avait fait une grosse soirée pour nos 1 an de Niort. Ah, il y avait on avait ramené Rochi, on avait ramené on avait ramené Rochi, on avait Josué Béni, je sais pas si normalement vous avez un son qui si je le mets vous allez vous dire ok. Je vois. Et on avait mince, je bouffe son nom, mais un rappeur de Niort également. Rappeur de Niort. Ouais, l'Enfant Minuit.
Ok. Ah, ok. Voilà, hyper chaud. Enfin, du moins 2-3 sons, moi, qui m'avaient tabassé la tête. Ok. Et j'ai dit, lui, tu vois, à force de l'écouter. Il y a une scène en plus ici, là, à Niort. Il y a des petits gars. Ouais, il y a du Et comment ça monde s'était ici, passé? Est-ce que tu comptes renouveler ce genre de truc à l'avenir ou... Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. En fait, je suis tellement partout dans ma tête que. En fait, c'est toujours pareil. Porte, quoi. Non, je me ferme pas de porte. Mais si demain j'ai un mec qui vient et qui me dit, ok, viens, on organise ça. Par contre, moi, je vais pas pouvoir me mettre à 100% dedans parce que j'ai trop de trucs à faire. Mais demain, il y a un gars qui vient avec un projet ficelé, un truc, il me dit, vas-y, viens, on fait ça. Moi, je mets mon nom et on y va. Et vraiment, on bosse sur le truc. Même faire une agence, tu vois. Moi, je veux agrandir mon papers, moi. Tu vois. Je veux monter des boîtes, je veux faire des trucs. Squeezie. Donc, si quelqu'un demain, tu vois, vient et me dit. Dans 5 ans. Mais si quelqu'un vient demain et me dit. Je veux faire vraiment une agence comme ça pour faire des events, faire des trucs. Et let's go. Moi, je suis 100% OK avec ce délire-là aussi. Donc ouais. Et puis j'avais kiffé en plus faire la soirée 2022 parce qu'on avait organisé ça. Je sais même plus comment ça s'appelle là, mais c'était à Niort. Et on avait, je dirais une bêtise encore une fois, mais peut-être 300-400 personnes qui étaient venues à l'événement. Et c'était blindé de chez blindé, tu vois. Et c'était du coup un événement, l'entrée était payante, c'était une sorte de concert la soirée. Ouais, l'entrée payante, c'était t'avais 15 balles avant et 20 balles sur place, un truc comme ça. Ouais. 15 balles en pré-vente et 20 balles sur place, je crois. Mais c'était incroyable. Mais c'est fort, en vrai, parce que nous, là où ça nous parle beaucoup, et c'est aussi pour ça qu'on est venu pour faire le podcast avec toi, c'est que notre but aussi au Jeune Boss Club, c'est d'essayer le plus possible de véhiculer ça. On fait quelque chose, c'est pas que de la musique, c'était au début de la musique, mais il y a aussi du coup une marque de sap, il y a des créatifs en tout genre, on essaie d'être présent sur à la fois la musique, mais c'est un aspect vraiment culturel large. Là en ce moment avec Dorian, on travaille sur un petit événement sportif sur lequel on va communiquer bientôt, ça va être sur Fontenay et tout. Cool. On a eu rendez-vous avec la mairie cette semaine, donc ça avance pas mal. C'est pour ça aussi qu'on te parlait de ça, parce que on cherche encore comment avoir des petits partenaires pour nous aider et tout. Et en vrai, c'est un peu ça. Pour nous, la mentalité jeune boss, c'est essayer de montrer aux gens que malgré genre des moyens très faibles, avec notre énergie, avec notre force à nous et les petits contacts qu'on a, on peut faire des choses. Et à Fontenay, dans une ville où il y avait trop rien qui se passait en vrai, on essaye de faire en sorte que nous créer des petits trucs et faire en sorte que peut-être d'autres gens, des plus jeunes, se disent en fait c'est possible de faire des trucs. À la mort. Et voilà, et du coup toi, le fait que tu sois présent sur plein d'activités comme ça, c'est un peu c'est inspirant pour nous, parce que toi t'as déjà plus de moyens que nous par rapport à du coup un business qui tourne. Nous on est une asso, le but c'est pas de faire de l'oseille, mais c'est d'avoir de plus en plus d'oseille pour faire des trucs de plus en plus gros, quoi. Donc voilà, c'est assez motivant de voir qu'à Fontenay il y a des choses qui se passent, des gens sur lesquels on peut s'appuyer aussi. Et moi j'ai toujours été friand de ça, de toute façon. J'avais fait à l'époque, je sais pas si vous avez entendu, mais j'avais fait une chasse au trésor aussi à Fontenay. Ça s'appelait les Gims Game. J'avais organisé ça à Fontenay. Caché des j'avais caché dans la ville. Ouais, des paires. Non, j'avais caché des énigmes ou un truc comme ça. C'était une chasse au trésor vraiment. Et c'était un dimanche, il pleuvait et il y avait, je sais pas, 80 personnes peut-être qui sont venues quand même un dimanche alors qu'il pleuvait comme pas possible. Et des gens de Niort, des Sables d'Olonne et tout, ils sont venus vraiment participer au truc. Et je pense que tu peux faire. Vraiment, faut pas se limiter à la ville, vraiment. En mode, c'est une ville de 15 000 habitants, ok. Et alors, tu vois tu sais très bien que tu peux faire n'importe quel événement dans n'importe quelle ville, t'auras pas même 5 000 personnes. Donc, qu'est-ce que t'en sais que dans ta ville de 15 000 personnes, tu vas pas ramener autant de monde que dans une autre ville. Non, puis surtout, l'avantage avec Fontenay, c'est que c'est tellement petit aussi que tout le monde se connaît. Clairement, et c'est au ça, final, la force les choses sont assez accessibles accessibles au final à Fontenay. C'est assez facile d'organiser des choses parce que de toute façon, il se passe. Si on fait rien, il se passe pas grand chose. Donc, puis c'est l'avantage aussi, c'est qu'on organise des trucs. Enfin, on est quasiment les seuls sur cette date-là. Tu vois, là où dans d'autres grandes villes, un samedi, il y a 1000 events. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, exactement. Donc, toi, ça t'a jamais chauffé peut-être de partir sur Paname et tout, faire des... Parce que nous, tu vois, avec la musique ou quoi, ça nous arrive souvent d'aller sur Paris, parce que tu vois, pour la musique, t'es obligé, pour faire des concerts, Toi, est-ce que dans la sneakers, enfin, je suppose que t'es déjà allé dans des regroupements, là, tu vois? Ouais, des sneaker events, tout ça. J'ai déjà fait sur Paname, j'ai fait le sneaker event vraiment au Louvre, c'était au Carrousel du Louvre, c'est ça. Donc j'ai fait, à l'époque, j'ai fait 2017-2018. Dans 2018-2019, je sais plus que... Bref, t'avais pas encore la boutique, ou toi, t'avais déjà tes paires en stock? J'avais déjà mes paires
de l'autre société. Ouais, c'est de Chaussure Kick, ça s'appelait avant. Donc c'était cette époque-là. Et j'ai déjà fait ça. Même en 2015, je traînais déjà là-bas. J'avais déjà quelques paires de ma collection perso. Et j'avais des contacts. Moi, j'avais pas de table directement, mais j'y allais avec mes 4-5 paires. Et si ça partait, je les posais sur un gars à qui je connaissais, et puis il les vendait pour moi dans la journée et tout. Donc ouais, j'ai déjà fait des events. J'ai fait Toulouse, j'ai Clermont 2 fois, des trucs comme ça. J'ai déjà fait des events. Là, il y en a plus depuis. En vrai, c'est triste, mais depuis 2 ans, je pense, il y a plus rien. Ouais, alors je voulais en venir aussi sur ça. Je m'intrigue parce que moi, je connais pas trop le marché de la sneakers, tu vois. J'ai un pote qui était un peu Simon, tu vois, il faisait à petite échelle du coup. Mais tu vois, lui, il m'avait fait passer le mot comme quoi, tu vois, le marché de la revente est un peu plus compliqué ces dernières années. Ouais, c'est plus complexe, ouais. C'est différent en fait. Il y a des gros qui ont fermé. Des très gros. Des très très gros. Ouais, c'est vrai, c'était quoi la grosse boîte? Ouais, voilà, With the New. Mais après, ça, le délire aussi, c'est que faut faire gaffe à ces boîtes-là, c'est que ça, c'est des boîtes qui lèvent des fonds. En fait, ça lève du fond, ça lève des fonds, ça lève des fonds, ça lève des fonds, et ils mettent tout en marketing, ils mettent tout en com, et ils font en sorte que ça tourne. Mais on parle de boîtes qui avaient 100 personnes avec eux. With the New, quand ils ont fermé, je crois que c'était plus de 100 salariés, tu vois. Donc c'est des boîtes qui ont énormément de charges aussi, et qui se développent. Et en fait, elles marchent qu'en levée de fonds. Donc si elles loupent leur levée de fonds, il n'y a plus rien dans les caisses, tu vois. Donc en fait, c'est tout le temps de la levée de fonds comme ça. Elles font jamais de profit, vraiment de bénéfices purs et durs, elles en font jamais, tu vois. Donc les grosses boîtes comme ça, vu que le marché se cassait un peu la gueule, il n'y avait plus de levée de fonds, tu vois, ça passait pas ou plus difficilement. Donc en fait, ça s'est arrêté. Même il y a plein de magasins qui se sont cassés la gueule. Hein. Je pourrais t'en citer en France, je pourrais t'en citer 15 là, je pense, tu vois. Mais en fait, c'est que le marché il a évolué, mais il reste que les mecs qui bossent bien. Il reste vraiment que les mecs qui bossent bien, et on a arrêté d'être dans cette consommation de débiles où il y a une paire qui sort à 100 balles. Et tu la retrouves tout de suite maintenant, 30 secondes après, tu la retrouves à 250 balles. Ça n'existe pas, ça, normalement, tu vois, ça n'existe pas. Nike, ils ont créé cette rareté, il y a eu ce buzz, et With the New et Kiki qui sont ramenés tellement de com là-dessus, qu'en fait, c'est ça aussi qui a chauffé tout le monde, en fait. Donc aujourd'hui, ça c'est un peu... c'est stabilisé peut-être un peu. Ouais, ça c'est normal en fait. Aujourd'hui c'est normal, tu vois. Et en fait, plus le temps passe, plus moi personnellement j'arrive à choper mes paires d'une façon que j'y arrivais pas il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était beaucoup de je gagne sur sneakers, je fais à mort sur Naked, sur tout ça, et j'espère gagner des trucs, gagner des paires, tu vois. Et j'avais quelques backdoors, on appelle ça, dans des magasins à droite à gauche. Mais avec le temps, en fait, aujourd'hui, on appelle ça des suppliers, donc vraiment des mecs qui ont des stocks de barbares qui achètent en grosse quantité à droite à gauche et après qui les revendent. Ça, aujourd'hui, les suppliers comme ça, il y en a beaucoup. Pas en France, où il y en a quelques-uns en France, mais tu vas dans l'Est de l'Europe ou même en Asie ou aux États-Unis, tu peux choper les paires à très bon prix, en fait. Tu peux choper fournisseurs, quoi. Aujourd'hui, tu te fournis comme ça, quoi. Ouais, exactement. Beaucoup plus simple pour moi. Beaucoup plus simple. Et après, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais... Et aujourd'hui, je bosse pas tout seul non plus. Donc, ce qui fait qu'en fait, plus le temps passe, plus je monte des marches et plus je suis de plus en plus intelligent, en fait. Tu vois. Donc, forcément, ça fait maintenant quelques années, t'es dans le truc. Donc, au fur et à mesure, t'as vu tes... Donc, le marché, il s'est pas cassé... Enfin, il est toujours là, ce marché-là, tu vois. Il est toujours là encore. C'est juste différent. C'est juste différent. Et toi, au-delà de l'évolution du marché en lui-même, comment tu la vois évoluer, la sneakers en elle-même? Le fait, j'ai l'impression que maintenant, en ce moment, il y a un peu une ère où les gens s'intéressent quand même moins à la basket. Après, Nike aussi, ça a beaucoup changé sur la création de nouveaux modèles, ça a moins d'engouement qu'avant. Moi, je pense qu'aussi on a grandi parce que tu vois, je pense qu'il y a une sorte de période là, collège-lycée, on est tous quand même matrixés par les yep, les chaussures, gros. Tu vois, regarde, au lycée, là, je regarde les Cortez. Gros, chez les mecs au lycée, collège, gros, ça fait encore comme nous à l'époque de fou quand même, parce que maintenant, les gens, ils s'intéressent plus à des paires différentes que la basket. Avant, c'était que la basket en vrai. Personne mettait des petits mocassins. Ouais, mais je t'ai dit, t'as grandi, gros. Bah, mais même mon frère, tu vois, il est au lycée. En vrai, il est moins dans la basket. Oui, mais parce que aussi, il t'a un grand frère. Mais ton frère, ce que j'allais moi, dire. je pense que, gros, je suis au lycée et t'as encore beaucoup de basket. Tu vas collège, lycée. Beaucoup de basket. C'est du 95% de basket, je pense. Ton public, là, au magasin, tu dois le voir, ça doit être c'est des jeunes. C'est que des jeunes. Ouais, c'est ça. C'est que des jeunes ou des mamans ou même des grands-mères, mais qui vont partir sur de la samba ou des trucs comme ça, tu vois. Plus Adidas. Mais tous les jeunes aujourd'hui, ils veulent de la... Là, en soi, ici, surtout, nos best-sellers, c'est de la Air Force avec gros lacets, là.
Ouais. Là, c'est cordes, ça c'est un truc qu'on en débite quand même beaucoup. Les Vomero custom. Ouais, avec les gros lacets. Voilà, les gros lacets. Il y a pas longtemps, Ça, c'est encore des trucs qu'on débite. Et de la Nocta aussi, de la Nocta, Ça part aussi. Ouais, de la Nocta, c'est ça qu'on débite aujourd'hui. Et de la Trévis, toujours, des grosses paires, en fait. La Trévis, ça, t'es obligé. Et puis, même quelqu'un qui aujourd'hui porte, que ça soit mocassin ou autre, une petite paire Trévis, ça passe toujours bien. Ouais, Tu vois, une G1 Low, un bon petit truc, c'est cool, tu vois. Donc, il y a peut-être. Dans ta tête, il y a peut-être moins de hype de ton côté, en tout cas, tu vois. Ouais. Mais cette hype-là, elle est toujours présente chez les jeunes et ils bouffent toujours de la basket. Mais je suis OK avec toi que moi, par exemple, ce que j'ai au pied aujourd'hui, il y a quelques années, j'aurais pas porté, tu vois. C'était pas dans mon, tu vois. Que dans la conso, ça a un peu changé aussi. Enfin, moi, je prends par rapport à mon entourage, mais maintenant, les gens, j'ai l'impression que s'ils vont mettre vraiment de l'oseille dans une paire, plutôt que de prendre la paire avec la collab de fou, avoir au resell un truc hyper cher, ils vont se dire, ok, si je mets une vraie somme, peut-être que je vais sur un truc un peu plus luxe, un peu différent, avec une marque plus cotée. Là où avant, j'avais l'impression que, si on coffrait des sous, c'était pour acheter la dernière collab qui sortait, quoi, parce qu'on galérait à l'avoir. Je te rejoins là-dessus aussi. La consommation, je crois que ça, c'est plus ta maturité dans le... Parce que moi, tu vois, là, je taffe en internat, moi, au lycée. Ils sont encore en balle sur les collabs. C'est clair. Ouais. Parce que le délire, c'est que le luxe, en plus... Alors, certes, le luxe a repris du Gucci, tout ça, on en a vu passer. Des Dior, on en a vu passer aussi à l'appel. Mais je pense que les jeunes, ils sont... Alors, soit ils n'ont pas forcément les moyens de mettre du luxe, tu vois, parce que ça reste des paires à prix chaud. Et ils vont plus se rabattre sur des sneakers quand même entre 200-300. C'est là où notre panier il est là. Somme, en vrai, hein. Ouais, c'est clair, mais aujourd'hui, 200-300 sur du luxe, t'as rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Vraiment luxe, tu vois. 200-300, moi, ça me paraît déjà énorme de mettre 300 balles dans une paire de sneakers. En vrai... Quand on voit des mecs qui prennent des Travis resell, ça peut monter à des 500, 800. Ouais, 5, 6, 7, 8, pour avoir une paire luxe, c'est quand même une belle somme. Hein. Ah ouais, non, clairement. Tu vois, hier sur le site, j'ai eu une commande de 1003. Et c'était 2 paires Travis. 2 paires. Ah ouais. 2 paires Travis. 800 et 500, un truc comme ça, tu vois. Donc, ça consomme encore bien. Et toi, là, t'as dû en voir défiler, tu vois, un paquet de paires. Ouais. C'est quoi un top 3, tu vois, de chaussures qui t'a... Tu vois, là, tu les as vus arriver, tu te dis, bon, c'est bon, je les garde. C'est quoi, un petit top 3, que ce soit en modèle ou en collab, tu vois, un truc que t'as kiffé? Top 1, elle est dans la vitrine, elle est juste là, c'est la Air Force Booba. Ok, donc celle qui est tout en bas, là? Ouais, non, ça, qui est la rouge, là. Ok. Ouais. Air Force Booba, ça c'est quoi? C'est une collab avec Booba? Ouais, sorti en 2007. Ok. Putain, j'étais pas au courant. On mettra les photos. Ça, c'est ta paire préférée all time, genre? Ouais. Okay. Parce que je suis matrixé Booba en fait. Ah ouais, tu vois. Pour moi, Booba, c'est Booba. On peut dire ce qu'on veut avec ce qu'il fait en ce moment, ou bref, tu vois. Mais Booba, c'est le mec qui a traversé ces générations comme ça. Pour moi, c'est là-haut, tu vois. Il y a personne qui lui serre la main là-haut. Tu vois. Mais non, mais c'était tellement... c'est sorti à peine 200 exemplaires, vraiment en France. Et après, c'est ressorti un peu aux States, mais léger. Et c'était sorti en 2007, il avait sa boutique Bulbi & Co. sur Paname. Et c'était sorti là-bas. Tu vois. Ok. Ouais. Je sais pas si c'était sur Paname même, enfin sur Paris même, ou si c'était dans le 9-2, mais en tout cas, c'est sa paire. Et dans un son, il en parle. Il dit dans quel son le son en lui-même, je l'ai pu, mais par contre, la phrase, en fait, il dit tu veux ma Air Force limitée, passe à Bulbi, je t'arrange, drapeau du Galséné, semelle transparent. Donc là, c'est vraiment, t'as le drapeau sous la semelle. Et après, il dit cuir rouge comme les Bloods de LA. Yoda te le dira, même. Yoda te le dira. C'est quoi la fin de la phrase? Attends, Yoda te le dira. Un truc du style meilleur que la tienne, elle est, ou, tu vois, plus belle que la tienne, elle est. En fait, il a décrit la paire. Il a quand même fait beaucoup de lines sur une paire. Sur sa paire. Attends, tu veux ma Air Force limitée parce que mec, tu drapeau du gueule, c'est mieux de la placer. Transparent, cuir rouge comme les Blues de LA, Yoda te le dira, mieux que la tienne, elle est. Ok. Donc ça, c'est ta numéro 1. Ça, c'est numéro 1. Numéro 1. Indétrônable. Ouais, indétrônable. Et numéro 2, après, vraiment dans le délire, je kiffe bien, c'est impossible à avoir. C'est trop cher, bref. Ce serait la J4, parce que ma paire préférée, c'est une J4. Non, là, je te dis impossible à avoir. Vraiment impossible. Ouais, c'est collab Eminem et Carhartt. Ok, voilà, je vois pas. On va rester dans les rappeurs. Il y a un mec qui bouge la tête derrière, il a l'air de valider. En plus, ça, je voulais poser la question carrément, c'était quoi la paire que tu rêves d'avoir et sur laquelle t'arrives pas à mettre la main? Donc c'est pas que j'y arrive pas. Ouais. C'est que j'ai pas l'argent pour. Ok, c'est trop cher. C'est quoi le budget? Aujourd'hui, je te dirais une bêtise, 40 000, je pense. 40 000. Ouais. Waouh.
Vraiment, je pense. Après, de toute façon, après, il y a un stade dans la sneakers, tu vois. Il y a la sneakers, tu vois, que tu peux acheter là en magasin et tout. Et t'as les sneakers, gros, collection. C'est un tableau quasiment. C'est tellement exponentiel aussi. Tu peux passer de 2000 à. Qu'est-ce qui, pour toi, justifie du coup ce que tu vois là, comme tout à l'heure Kadi disait, 300 balles, il se voit pas le mettre, etc. Ouais. Mais là, du coup, c'est un mec qui est pas forcément branché sur les sneakers et tout, qui kiffe ça. Mais pour toi, qu'est-ce qui justifie du coup, comment tu peux expliquer aux gens, toi, quand tu vends une paire, tu vois, quelqu'un, il vient et te dit, pourquoi là, Intersport, y a une Nike, elle est à 100 €, pourquoi là, cette Nike là, elle est à ce prix là, tu vois, qu'est-ce qui justifie pour toi? Bon, après, je leur dirais tout simplement que cette paire là, en l'occurrence, si on prend cet exemple là, Intersport, jamais de la vie, ils auront la même, tu vois, ça sera pas le même truc, ça sera pas la même silhouette, ça sera pas la même paire. Et après, en fait, t'as ce truc de rareté en vrai qui rentre tout le temps en jeu, parce que la demande, quoi. Nous, on est dans un business où, alors 90% de nos produits, c'est sold out de partout. Il n'y a plus aucun site normaux qui les vendent, du moins retailer. Ce qui justifie en principalement le prix, c'est la rareté. Prix. Bah ouais, parce qu'en fait, tu prends une Travis, je te dis une bêtise, mais si la Travis, elle est à 700 balles aujourd'hui, elle est sortie à 170 balles. Donc le vrai prix de la Travis à la base, c'est 170 balles. Donc, et aujourd'hui, le prix qu'on va vendre à un truc à 170 balles ici, c'est une paire de spéciales, tu vois, qui vaut 100 balles à la base. Donc en fait, tout est... Ça n'a pas de sens, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc après, je leur parlerai vraiment de la rareté et du fait que généralement, c'est des milliers et milliers d'exemplaires, alors que les paires d'Intersport, c'est par millions, tu vois. Ouais. Et puis il y a forcément aussi de la qualité qui rentre en jeu et tout. Ouais, ça reste un produit à la base. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas forcément à comprendre ça. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on vend un produit 1000 balles que c'est un produit qui vaut 1000 balles. C'est un produit qui, sorti d'usine, c'est un produit qui coûte 15 balles, tu vois. C'est l'histoire qui est racontée aussi à travers les collabs, l'histoire de la marque aussi. C'est un choix, c'est une marque, c'est ça. Où est-ce que tu veux te situer, pour qui à qui tu t'orientes et tout. Il y a encore beaucoup de gens en vrai qui comprennent pas ça. Qui comprennent pas forcément. Et tu vois, pour nous, c'est normal, entre guillemets, parce qu'on est jeunes et qu'on comprend le délire. Mais il y a encore des gens tous les jours qui comprennent pas, tu vois. Donc, comme quoi, le bocal, il est loin d'être rempli. Laisse tomber. C'est infini, limite, tu vois. Et bien faire comprendre que si une paire on te la vend 1000 balles, c'est parce qu'elle coûte techniquement ce prix-là aujourd'hui, mais si la couture est lâche, oublie pas que c'est une paire qui valait 170 à la base et qui coûte 15 balles à produire, tu vois. Donc faut y aller avec des pincettes mais leur dire voilà, ça reste une paire qui à la base coûtait pas ce prix-là, tu vois. Clairement. Donc, et je crois que t'as pas fini le top 3. Ouais, je l'ai pas. On est parti en vrille. T'as pas de troisième. Je réfléchis un peu. Non, top 1, top 2, je suis sûr. Après, top 3... Non, j'étais chez Nike, j'étais chez truc... Non. De toute façon, on a deux... Ouais, Nike, Jordan. Après toi, les autres... T'as Air Force One, Mécagneur. La première. C'était laquelle? La blanche, là. Ah ouais. Ouais, à la limite, mais une Air Force blanche pour l'histoire. Ouais, parce que... Et en plus, Air Force blanche, ça reste un... Ah ouais? Pas une. Putain. Pas une, j'ai jamais trop kiffé la shape. Déjà, quand t'as jamais porté d'Air Force, c'est normal que tu passes mocassin et tout. Mais après, moi, j'ai kiffé les paires de base. En fait, je crois j'étais dégoûté de pas réussir à avoir la One 97 Sean Wotherspoon. J'étais trop dégoûté et à partir de ce moment-là, j'ai un peu décroché et tout. Ah, c'est 2019, ça, je crois. Et ouais, même non, avant, je crois que j'étais en seconde ou en première, donc c'était 2016 je crois. 2016-2017. Et je la voulais de fou. J'avais tout fait. Après, j'ai porté un peu d'Easy, j'étais un peu dans ces délires-là et tout. Mais c'est que maintenant aussi, ma conso, elle a complètement changé. En fait, moi, je me dis, si j'arrive pas à avoir une paire... si je mets 300 balles dans une paire, est-ce que je peux pas allonger sur du 400-500 et je peux aller me chausser chez Paraboot avec un truc cousu norvégien bien solide et tout. Genre, je suis sur une autre conso en fait. Là, je suis Clarks, je mets des bottines, je mets des trucs comme ça. Tu sais que Clark Wallabies, c'est le Wallabies ça. Je kiffe à la mort ça. Mais ça, c'est pour moi, c'est là en ce moment, c'est je suis un peu dans ça plus. Ils avaient fait une collab Suprême, non? Ils ont fait Suprême sur des paires un peu vinyles. Ils ont fait pas mal de collabs. Je kiffe les Wallabies, je kiffe, j'en avais quand j'étais. Tout ce qui est doc et tout, je suis un peu plus dans ça. Mais c'est parce que je trouve j'ai plus trop de paires basket, sneakers qui me parlent vraiment maintenant. Les modèles, moi les DN chez Nike, les trucs comme ça me parle pas du tout. Fais gaffe des DN. Fais gaffe. Moi ça me parle plus du tout. Mais si un jour il y a des paires qui ressortent... mais après, je pense ça va revenir, quoi. Je pense c'est pareil, je pense que c'est une question de beaucoup de générations aussi. Dans le sens où t'as tellement consommé et vu que ça te saoule. Ouais, clairement. Comme moi, à venir tous les jours ici, limite, il y a plein de paires...
elles m'agacent. Ouais, commence à en avoir marre. Je peux plus les voir, tu vois. Mais bon, je les ai parce que je les vends, tu vois. Genre les campus ou les... Ça j'ai jamais mis et je mettrai jamais parce que c'est pas mon délire, tu vois. Mais tu vois, rien que la Dunk Black, j'ai une anecdote. On était on allait à Bordeaux, enterrement de vie de garçon d'un collègue à moi. Et je pars en slide. Je prends la voiture, je sors du shop en plus, donc là-haut. Et je prends la voiture, je descends à Bordeaux. Mais en slide. Sauf que, tu sais, enterrement du garçon, donc il y avait bois, tout ça. Ouais. Moi, j'arrive en slide. J'avais pas de chaussures, tu vois. Ouais. Donc j'appelle un collègue de Bordeaux, qui a un shop à Bordeaux, qui s'appelle Oversize, Victor, si jamais il voit la vidéo, je pense qu'il la verra. Je l'appelle, je lui dis, j'ai pas de paire. Est-ce que t'as un truc pour moi, vite fait, et que j'ai, moi, en stock, comme ça, je te la renvoie. Et j'ai pris une Dunk Black, tu vois. Ok. Mais jamais de la vie, j'aurais mis une Dunk Black à la base, tu vois. C'était pas pour moi, tu vois. Ouais. Parce que j'en vendais tellement, et c'était pour moi la paire de... c'était la surconsommation. Ouais, monsieur, je sais pas quoi mettre. Exactement. Une paire passe-partout. Ouais, tu vois. Et moi, je voulais pas de ça. Tu vois, je suis pas dans ce délire-là. Mais tu vois, comme quoi, des fois, on arrive à mettre des paires que je voulais même pas mettre. Tu vois. Et d'ailleurs... Enfin, je sais pas comment tu vois le truc, mais j'ai l'impression, à chaque fois, Nike, ils poussent des modèles selon des générations. Tu vois, nous, au collège, moi, je sais qu'ils avaient poussé les Blazers de fou. Ouais. Ensuite, ils ont poussé, les Dunk dernièrement. Ouais. Enfin, tu vois, ils poussent tout le temps un modèle à chaque fois qui revient. Il y a eu les Warush. Ouais, tu vois, t'as eu ça. Pour toi, c'est quoi à peu près les paires qui pourraient revenir recycler? On sait jamais. Non, j'en sais rien. Bah après, tu vois... En fait, c'est que de la boucle. Hein. En vrai de vrai, c'est que de la boucle tout le temps. Tu vois, tu prends le modèle Jordan. Jordan, à la base, c'est sorti en 85, la première Jordan 1. Et après, chaque année, il y avait un modèle qui sortait. Ouais. Mais ils repoussent, ils renvoient de la J1, ils envoient de la J... Et aujourd'hui, il n'y a plus de nouveaux modèles qui sortent. Enfin, il y en a toujours, mais en tout cas, sur des grosses baskets, je trouve ça plus rare. Je sais pas. Là, tu vois, qui a fait beaucoup de bruit quand même en 2024 et 2025. Là, toujours, c'est la Vomero. La Vomero, donc custom. C'était pas une ancienne paire, ça. Vomero, je sais pas quand est-ce que c'est sorti. Une paire de running, je pense, au début. Il y a moyen, mais. Je crois qu'ils sont déjà à la Vomero 18, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a eu des. Ah ouais, il y en a beaucoup de Vomero, tu vois. Mais ça, c'est le genre de paire qui est bien revenu en 2024-2025. Après, nouvelle silhouette, t'as l'ADN. Ouais. Mais... Moi, j'ai kiffé au début. J'étais pas... J'ai pas été pris, j'étais plus sur les anciennes TN. Ouais. Et à force de les voir porter, mec... Et en fait, je me suis fait attraper. Un mec complet, gros. Confort, c'est quoi ? Hein ? C'est dur, non, le confort, non ? Non, justement, mec. Ah ouais, je suis attrapé, gros, je les mets tout le temps. Ok. Et en plus, tu vois, en coloris noir, après, blanc, c'est simple, c'est efficace, ça passe partout. Donc, mais non, pour revenir sur Nike, de toute façon, c'est que de la boucle. Hein. En vrai, ils vont essayer de te sortir des modèles de temps en temps. Mais en fait, Toi, ça t'aurait pas intéressé de bosser de l'autre côté ? Non. Dans le design, ça t'a jamais chauffé ? T'as jamais fait de custom et tout ? Non, Jordan, ouais. Donc le DA, Jordan, il a déjà fait. Et est-ce que t'as déjà pensé aussi à développer peut-être une branche custom, tu sais, par exemple, tu vois, je crois que c'est dans les magasins Citadium, tu sais, ils ont tout le temps un mec et un stand de qui nettoie, un stand custom. Ouais. Toi, est-ce que... Ouais, non. Non, pas forcément. Non, dans le sens... Au Mans, tu vois, le magasin du Mans qu'on avait ouvert en 2023, on cherchait quelqu'un vraiment à 100% pour se mettre dans le fond du magasin. Avec, pas dans le fond caché, dans les chiottes, mais dans le fond avec des paires autour et tout. Il y a les clients qui le voient et tout. Mais en fait, le magasin faisait 140 mètres carrés, donc c'est pour ça que je dis au fond, parce que c'était grand. Mais et au final, on l'a pas trouvé. Ou du moins, pas quelqu'un qui comprenait comment est-ce qu'on peut le rémunérer sur un projet comme ça. Moi, je veux quelqu'un d'indépendant qui, toujours pareil, en fait, ma mentale est la même qu'aujourd'hui dans les franchises. Je veux quelqu'un qui vient et qui fasse son boulot, mais pas qu'il attende quelque chose qui tombe du ciel, tu vois. Et en fait, on n'a jamais trouvé. Après, j'ai laissé. Je sais que ça marche bien dans certains magasins, mais je peux pas tout développer. De toute façon, la manière dont tu vois justement ce truc-là de responsabiliser les gens, etc., je pense que de toute façon, c'est un truc qui va, je pense, se développer de plus en plus à l'avenir, tu vois, parce que les gens, ça se voit que de plus en plus, tu sais, je pense qu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, clairement, tu vois. Donc, si t'as pas ta part de responsabilité dans ce que tu fais, en général, les gens, ils sont un peu réticents, tu vois. Donc, je sais pas comment ça se faire là. Toi, du coup, quand, de par les franchises, toi, du coup, tu fais comme ça, mais c'est intéressant de voir comment ça va se développer à l'avenir, ce genre de mental, tu vois. Ouais, voir comment le monde du travail va évoluer aussi, tu vois. Ça va être. Parce que les jeunes ont plus la même mentale. Hein. Ouais, les jeunes, ils veulent tous être à leur compte. Les jeunes, ils ont plus envie de. Oui. Ouais, clairement. Parce qu'on n'y trouve plus notre compte.
Ouais, donc je pense que là, on est dans un tournant, un vrai tournant, je pense. Aussi, ouais. Et c'est pour ça que les franchises, moi, ça vient limite au bon moment, dans le sens où on a déjà fait nos preuves, et il y a de plus en plus de gens qui veulent ouvrir leur truc, tu vois. Bon, ça reste du commerce physique, on sait ce que c'est le commerce physique aujourd'hui, en plus dans les centres-villes qui se meurent un peu, tu vois. Mais faut pas oublier qu'après l'orage, vraiment, t'as le beau temps, tu vois. Ouais, donc, le truc, il va être chaud dans peu de temps. Surtout que je pense que les gens se rapprochent de... Enfin, moi, je sais que je commence à acheter de moins en moins en ligne, tu vois. Ouais. Je pense que tu reviens à l'essence même du truc, tu vois. De plus en plus. Ouais. On verra comment ça se porte à l'avenir. Bon, bah, en tout cas, on a bien papoté. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Moi, des questions ou pas que je trouvais intéressantes, mais je crois qu'on a déjà tout fait. Hein. Et mec, on te tient au courant pour l'event. Nous, on sera à l'ouverture de ton shop. Carrément, ouais. J'espère qu'on sera là. Mec, 14. Mais non, mec, on est à Bordeaux, mec, on a un concert. Voilà. Mais on sera là dans le... Et vous partez quand ? On passera. Le matin ou le vendredi ? C'est une bonne question, mec. Moi, je serai à Paris juste avant, parce que je taffe à Paris la semaine. Donc, je descendrai direct. Mais de toute façon, on sera là dans les moments. On sera là à l'ouverture. On sera là pour l'ouverture. Clairement. Après, si vous êtes là le vendredi, ils veulent faire une petite soirée le vendredi soir. L'inauguration, donc bon, en l'occurrence toi tu seras pas là, mais si jamais t'es là, tu sais que vendredi soir il y a un petit truc, et puis voilà, si vous voulez venir à l'ouverture de Cognac aussi, ça sera le 21. C'est un peu plus de route. Une semaine après. Mais s'il y a un verre de cognac à la fin, pourquoi pas. Ah, il y aura un verre de cognac, je pense. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était un plaisir de parler avec Arthur chez lui à Niort. Merci de nous avoir accueillis encore une fois, Arthur. Petite info, avant de vous quitter, on organise un tournoi de basket le samedi 12 juillet à Fontenay-le-Comte. Un tournoi de basket 3v3. Ce sera un gros événement. Je vous conseille de venir. Ceux qui veulent participer, il y a la billetterie qui est dans notre lien Insta. Il y aura du son toute la journée. Il y aura un petit concert, du merch. Bref, on se donne rendez-vous là-bas. Sur ce, ciao.